Donc, ce qu'on a vu précédemment, les polynômes symétriques élémentaires, ça s'applique à une belle construction de l'algèbre décomposition d'un polynôme unitaire. C'est le paragraphe suivant. L'algèbre de décomposition d'un polynôme unitaire. En fait, on a vu que si vous avez un anneau et G accroché T unitaire, en considérant l'anneau quotient, si on quotiente accroché T par G, et on écrit, par exemple, et on note x1 la classe de T, T modulo l'idéal G. Alors on peut évaluer comme G est unitaire, en fait, B contient A comme sous-anneau. Et donc on peut considérer G comme étant un polynôme à coefficient dans B. On peut l'évaluer en x1. Et G de x1 est égal à 0. Parce que G de x1, c'est G de la classe de T. Et la classe G de la classe de T, c'est G de T, sa classe. Et la classe de G de T, c'est 0. Donc on a vu qu'on peut adjoindre une racine à un polynôme. On pourra donc répéter ce procédé, mais il y a une façon, et donc complètement scinder le polynôme G, mais il y a une façon plus sympathique en application du théorème sur les polynômes symétriques élémentaires. C'est le théorème suivant. Donc on peut scinder. Donc ça fait un scindage, n'est-ce pas? On peut donc, du coup, vous avez une racine et on peut écrire G comme x moins x1, ou pardon, t moins x1, facteur de G' est itéré. Parce que G' est encore unitaire, etc. Donc, du coup, on peut scinder G comme ça par itération. On peut scinder G complètement d'un seul coup grâce au théorème des polynômes symétriques élémentaires qu'on vient de voir. Et ça donne le théorème suivant. Donc soit A un anneau et G dans A crochet T un polynôme unitaire. Soit n le degré de G. Alors il existe un anneau B contenant A comme sous-anneau. Et des éléments x1, xn dans B, tels que G, vu comme polynôme à coefficient dans B, se scinde complètement. G est égal à t moins x1, facteur de t moins x2, facteur jusqu'à t moins xn. Et tout ça dans B crochet T.
c'est un sens dans B crochet T, bien sûr. Ce n'est pas de sens dans A crochet T, c'est dans B crochet T. Il faut agrandir l'anneau A pour, éventuellement pour scinder G complètement. Et de plus, il y a un anneau B universel comme ça. C'est comme ça qu'on va le construire d'ailleurs. De plus, il y en a un de tel B, de tel anneau, qui est universel. On va le construire et on l'appelle l'algèbre de décomposition de G sur A. Donc ça, c'est le théorème. Donc la définition, c'est que on l'appelle l'algèbre de décomposition de G sur A. Donc au lieu de le faire itérativement comme ça, on peut le faire d'un seul coup. C'est ce qu'on va voir maintenant. Démonstration du théorème. En fait, voilà, le théorème étant vrai en général, je vais démontrer uniquement quand A contient le corps d'un nombre rationnel. Parce que ça va être un peu plus simple comme ça, sinon, voilà, sinon il faudrait quand même faire un peu la théorie de modules et des modules plats. Donc bon, on n'a pas le temps de faire ça, donc je vais le faire dans le cas particulier. Donc on démontre cet énoncé dans le cas où A contient le corps d'un nombre rationnel comme sous-anneau. Et ça veut dire en particulier que tous les entiers dans A sont inversibles, c'est quand ils sont non nuls. Mais la démonstration est très jolie, vous allez voir. Donc je vais écrire G. G est unitaire de degré n, donc je peux l'écrire t puissance n plus, je vais encore faire la numérotation comme tout à l'heure, a indice nt puissance n-1, plus a2t puissance n-2, etc., jusqu'à a indice n. Et soit f, que j'avais peut-être noté f' tout à l'heure, mais maintenant je vais le noter f, le polynôme universel unitaire. C'est juste le polynôme où vous remplacez le AI par des indéterminés, que j'écris donc comme majuscule. Donc je le considère maintenant quand même comme polynôme un coefficient dans A, même s'il n'y a que des coefficients entiers là. Et donc on considère comme polynôme en T un coefficient dans A crochet A1, AN, comme ça. C'est le polynôme universel, le polynôme unitaire, universel de degré n. Universel parce que voilà, il a une propriété universelle. Ça se voit aussi parce que tous ces coefficients sont des indéterminés. Hein. Donc, comme cet anneau-là, A, crochet A1 à N, c'est un anneau de polynôme, je peux définir, oui, je peux voir G comme un cas particulier de F, je peux, par évaluation, je peux envoyer F sur G, en tout cas, c'est coefficient, soit pi, le morphisme de
accroché A1 à N dans A défini par pi restreint à A, c'est toujours l'identité sur A, et j'envoie A majuscule I sur petit a indice I, où I va de 1 à N. C'est le morphisme d'évaluation. Et j'appelle I le noyau de pi. C'est un idéal dans accroché A1 à N. Ce qui est important par rapport à précédemment, on avait aussi le coefficient AI, mais on ne savait pas encore que... Oui, tout à l'heure, on avait les AI, en fait, on les avait définis comme moins 1 puissance I sigma I. C'était donc des éléments dans un polynôme, mais on ne savait pas encore qu'on pouvait les traiter comme des indéterminés. On ne savait pas encore qu'on... Donc maintenant, on le fait. Je n'ai pas dit que le AI, c'est le moins 1 sigma I, ça va venir maintenant. Mais vous voyez, l'avantage du théorème précédent, c'est que je peux définir ça comme ça. Je peux commencer comme ça. Bon, ça va être plus clair tout à l'heure. On va considérer. Donc c'est là où j'applique le théorème sur la fonction, sur le polynôme symétrique élémentaire. Je peux considérer cet anneau-là comme un sous-anneau de accroché x1, xn. Parce qu'on vient de démontrer qu'il est isomorphe. Considérer accroché A1 à N comme un sous-anneau de accroché x1, xn, en identifiant A majuscule I avec moins 1 puissance I sigma I, le polynôme symétrique élémentaire sigma I avec le coefficient. C'est là où on utilise, on peut le faire grâce au théorème des polynômes symétriques élémentaires. Qui dit que l'anneau de polynôme symétrique est un anneau de polynôme sur le sigma I. Donc le sous-anneau de accroché x1, xn obtenu à partir de A en adjoignant le sigma I, c'est un anneau de polynôme, en le sigma I, abstraitement. Comme le sigma I, c'est plus ou moins le AI, vous voyez, de même, quand j'envoie cet anneau accroché A1 à N dans accroché x1, xn en envoyant le AI sur moins 1 puissance I sigma I, j'ai un isomorphisme de cet anneau sur son image. C'est ce qui explique que je peux considérer cet anneau comme un sous-anneau de accroché x1, xn. J'avais un idéal là dans I, donc je peux prendre maintenant l'idéal J, soit J, l'idéal dans accroché x1, xn, engendré par I, par le sous-ensemble I. Le I devient un sous-ensemble d'accroché x1, xn. C'est un idéal dans accroché A1 à N. Après, dans le plus grand anneau, ce n'est bien sûr plus un idéal. Je peux prendre l'idéal engendré, je l'appelle J. Et je pose B, le quotient. Et soit pi prime, le morphisme de passage au quotient. Et là, je vais écrire, parce que B, c'est l'anneau dont j'ai dit l'existence, ça va être l'anneau, et je vais écrire les classes de xi, et je vais les écrire par xi minuscule. Donc, soit xi, c'est grand xi modulo j. Donc, c'est la classe de grand xi dans B.
Voilà, et je dis que voilà mon anneau B, et voilà les éléments xi qui font l'affaire. Il faut démontrer d'abord que B contient A comme sous-anneau. C'est-à-dire il faudrait démontrer que le morphisme de A dans B est injectif. Donc on a un diagramme suivant. On a le diagramme. On a la situation suivante. J'ai un crochet A1, AN. Ici, j'ai donc l'inclusion de A crochet X1, XN. Ça, c'est l'inclusion ici. Je vais considérer A crochet A1, AN comme sous-anneau. Ici, j'ai pi' sur B. Là, j'ai pi. C'était le morphisme d'évaluation, mais en fait, il est surjectif et son noyau, c'est I, donc on peut le considérer comme un quotient aussi. Ça, c'est un quotient, hein, comme il est surjectif et de noyau I, pi est un quotient. De A crochet A1 à N par l'idéal I. Donc il satisfait une propriété universelle, ce qui va me permettre de construire l'application ρ. Oui. Donc là-bas, c'est pi'. Pi', oui, merci. Oui, parfait, merci. Pi', oui. J'avais déjà un pi, donc c'est un pi'. En fait, ce n'est pas très compliqué. Hein. En fait, A apparaît ici comme sous-anneau, l'inclusion, ici c'est l'identité, donc j'ai un morphisme ρ comme ça, c'est assez clair. Ρ de A, qu'est-ce que c'est? Il envoie un petit A ici, mais vous le considérez comme élément ici, vous l'envoyez là et vous l'envoyez là. Mais vous pouvez aussi dire qu'il y a ce morphisme-là par la propriété universelle du quotient, parce que pi' envoie pi' restreint, donc composé avec l'inclusion, c'est-à-dire pi' restreint à A crochet A1 à N, évidemment, envoie I sur 0. Parce que pi' envoie l'idéal engendré par I là-dedans sur 0. Donc il envoie I sur 0. Et donc on obtient, il existe une unique ρ, morphisme de A dans B, faisant commuter le diagramme. Mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que ρ de A? Ρ de A, j'ai qu'à prendre un antécédent préféré ici. Si je prends un petit A dans A, ici, je peux le prendre là aussi. Et comme pi est le morphisme d'évaluation, je peux encore le voir comme ça. Pi restreint à A, c'était l'identité. Donc, ρ de A, c'est aussi pi de A, pour petit A dans A, que je peux considérer ici comme élément de A crochet X1, Xn, c'est encore petit a, et que j'ai donc envoyé, dans B avec pi'. Si j'ai écrit 3 fois A, mais 3 fois c'est un élément dans un autre ensemble. Là c'est petit a dans A, là c'est petit a dans A crochet A1 à N, et là c'est petit a considéré comme élément de A crochet X1, Xn. Voilà, donc il n'y a pas de doute sur ρ, sur sa nature. La question, c'est est-ce que ρ est injectif? Si ρ est injectif, je peux considérer A comme sous-anneau de B. Si ρ est injectif, ρ est un isomorphisme sur son image. On montre que ρ est injectif. C'est vraiment là où il y a quelque chose à démontrer. Et le reste va être automatique, comme vous allez voir. On montre que ρ est injectif. Donc, supposons que ρ de petit a égale 0, où a est dans A. Comme je viens de dire, du coup, pi' de A est égal à 0. C'est-à-dire A, c'est un élément de l'idéal J.
Ici, j'avais l'idéal J. Là, j'avais l'idéal I. J, c'était l'idéal dans A crochet Xn, Xn engendré par I. Et pi', c'était le quotient par J. Donc, si pi' de A est égal à 0, l'élément A, ici, c'est un polynôme constant, il appartient à J. S'il appartient à J, comme J est l'idéal engendré par I, ça veut dire qu'il existe PI et QI. Donc, il y a le PI dans A crochet X1, Xn. Il existe des QI dans I tels que A soit égal à P1, Q1 plus, je ne sais pas combien j'en ai pris M. PM, QM. C'est ça un idéal engendré par un ensemble. J, c'est l'idéal engendré par I, donc il existe un certain nombre d'éléments dans I, et autant d'éléments dans l'anneau en question, A crochet X1, Xn, tel que A égale à ça. On veut montrer que A est 0 ici. Donc, ça veut dire qu'on veut démontrer A, il est là-dedans. Maintenant, on veut démontrer qu'il est là-dedans. Parce que s'il est dans I, il est 0 là. Donc, en fait, il faudrait s'organiser pour que les QI sont déjà dans I. Il faut s'organiser pour que les PI soient dans A crochet A1, AN. A crochet A1, AN, son image ici, c'est le sous-anneau de A crochet X1, Xn des polynômes symétriques. Donc il faut symétriser cette écriture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend pi dans Sn. Ah, pi, oui, une permutation. Bon, ce n'est pas le même pi que là. Donc je vais appeler tau. Soit tau, une permutation dans Sn. Cette égalité, ça c'est une égalité dans A crochet X1, Xn. Je peux faire agir tau là-dessus. Donc on a tau A, c'est tau P1 que multiplie tau Q1 plus tau PM que multiplie tau QM. A, c'est un polynôme constant ici. Donc tau de A, c'est A. Et les QI proviennent de I. Et I est un idéal dans l'ensemble des polynômes symétriques. Donc les QI aussi sont symétriques. Donc le seul problème, c'est que les PI qui ne sont pas forcément symétriques, moi ça ne fait rien. Je vais maintenant prendre la somme sur toutes les permutations. Je prends la somme sur tous les taux Sn. Donc ici, on va avoir factoriel n fois A. Parce que taux A est égal à A pour tout A. Donc je suis en train de sommer A autant de fois qu'il y a d'éléments dans Sn. Donc je vais avoir A fois factoriel n. Et ici, pareil, je prends la somme sur tous les taux. Donc je peux écrire ça comme ça. Taux P1 fois Q1 plus la somme taux PM fois QM. Maintenant, si vous prenez la somme pour un polynôme P1 donné, qui n'est pas forcément symétrique, vous prenez la somme sur toutes ces permutations, évidemment, on rend P1... un rang P1 symétrique. Celui-là, il est symétrique. Il appartient donc dans A, A1, AN. Celui-là aussi. Et donc, n factoriel fois A, il est dans I. Vous voyez, parce que les QI sont dans I, ceux-là sont dans l'anneau dont I est un idéal. Donc cette expression-là, ça appartient à I. Donc, factoriel n fois A est dans I. Maintenant, je me souviens de l'hypothèse, j'ai supposé que tous les entiers non nuls dans l'anneau A sont inversibles. Donc ça, c'est un entier non nul dans l'anneau A, il est inversible. Comme n factoriel, c'est inversible dans A, c'est l'hypothèse que A contient Q, j'ai A dans I. Ici, A dans I, pi de A est 0. Mais pi de A, c'est rien d'autre que A. Et donc, ρ est injectif.
donc ρ injectif. Et on peut donc supposer, on peut donc identifier A avec son image, donc du coup, identifier A avec son image. On peut identifier A avec son image dans B. Et donc B est un sous-anneau, B contient A comme sous-anneau. C'est ce qu'il fallait. Et maintenant, on va démontrer que G scinde complètement. Scinde complètement dans B crochet T. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu précédemment, parce que le polynôme générique se scinde comme ça complètement. Parce que F, oui, F que j'avais écrit comme ça, T puissance n plus A1, T puissance n moins 1 plus A indice n, c'est donc T puissance n moins sigma 1, T puissance n moins 1 plus moins 1 puissance n sigma n dans A crochet x1, xn de T, parce que c'est comme ça que j'ai identifié le AI comme élément de A crochet x1, xn. Mais là, vous voyez, là j'ai l'expression qui fait le lien entre les coefficients du polynôme générique et ses racines. Ça, c'est t moins x1, ou si vous voulez, c'est quasiment la définition des polynômes symétriques élémentaires. J'ai ça dans A crochet x1, xt. Donc maintenant, ici, j'ai pi' qui va de A crochet x1, xn dans B, n'est-ce pas? Qui évalue les xi, qui évalue un polynôme en les petits xi. Donc évidemment, je l'étends sur cet anneau-là en envoyant t sur t. Donc, je le note toujours pi'. Donc je prends pi' ici, et pi' de f. D'un côté, pi' de f. Mais sur cette expression-là, pi' de AI, c'est de petit AI, donc je trouve G. Mais de l'autre côté, je vais avoir t moins petit x1 et t moins petit xn. Et voilà, donc G se décompose, donc c'est tout ça dans B crochet T. Vous voyez, on a construit un anneau B contenant A comme sous-anneau, dans lequel G se décompose complètement. Et ça, c'était possible grâce au fait qu'ici, on a un anneau de polynôme qu'on peut considérer comme isomorphe à l'anneau de polynôme symétrique là. On s'est appuyé sur le théorème sur la fonction polynôme symétrique élémentaire. Bon, et après, on peut formuler ce que ça veut dire que B est universel, mais je ne vais peut-être pas le faire. B est universel avec cette propriété. Ça veut dire dès que vous avez un anneau C contenant A comme sous-anneau dans lequel G se décompose complètement, par exemple qu'on produit T moins Y1 jusqu'à T moins YN, alors vous avez un seul morphisme de B dans C qui envoie XI sur YI. Voilà, qui envoie XI sur YI. Voilà. Et ça se démontre assez facilement. Je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas vraiment s'en servir. En tout cas, vous voyez, c'est une belle application abstraite un peu, mais c'est une belle application qui permet de scinder un polynôme unitaire d'une manière universelle comme ça. Voilà. Voilà, merci.